Non, pourquoi les Russes? Les Russes, c'est pas des, les Russes, c'est des scientifiques, c'est des grands ingénieurs, c'est une puissance. Comment Et vous d'ailleurs, ça, c'est pouvez, leur domaine, hein, il faut les bien reconnaître. sûr, comment vous pouvez faire croire aux populations que la Russie va construire euh, une Une nouvelle raffinerie raffinerie et et, qu'on n'a pas de brut. et d'ailleurs, c'est plus dans les médias congolais qu'on entend ça que dans les médias russes. On voit les relations entre la Russie et les pays de l'AES, par exemple. On sait ce qu'ils font ensemble. Non, mais c'est très intéressant, Didier Moinivolo, votre inquiétude tout à l'heure. Vous disiez que, attendez, on ne peut pas quand même injecter 600 millions de dollars. Nous parlons de 600 millions de dollars. C'est l'équivalent de 360 milliards de francs CFA pour Oui. une raffinerie et qu'après 5 ans de démarrage des travaux, on commence à s'inquiéter, se poser la question où est-ce qu'on va trouver le brut. Je crois que, non, mais Jean-Bruno Itoa doit avoir un problème. C'est sérieux là. Non, Où mais est-ce qu'on va trouver le brut? Mais la oui. SNPC, son rôle, c'est quoi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, la SNPC gère le brut congolais. Nous avons Alors, un contrat de partage avec, c'est je encore crois, pire que Total. ça. Monsieur Perrin, c'est encore pire que ça. Je vous répète, Jean-Bruno Itois. Jean-Bruno Itois dit, parce que le problème, c'est que les textes, les lois ne sont pas appliquées. Il dit, normalement, chaque entreprise qui exploite, qui produit du pétrole au Congo, devait reverser une partie au Congo. Oui. Et ce n'est pas toujours fait et on a du mal à appliquer cela. Jean-Bruno Itoa, ministre du Pétrole, est en train de dire aux Congolais que le gouvernement congolais, avec Sassou Nguesso, sont incapables d'imposer aux entreprises qui sont au Congo le fait de livrer au Congo sa part de pétrole. Donc, ça veut dire que les Non, entreprises mais ça doit chinoises, entrer dans une stratégie. C'est une stratégie de vol. C'est ce qu'on nous Monsieur annonce. Perrin, Parce que ça veut c'est dire lui. quoi? Je vais juste insérer un petit élément. Ça veut dire quoi? Moi, si j'ai bien compris cette partie, c'est une façon de dire aux Congolais, écoutez, si vous ne voyez pas l'argent du pétrole au trésor congolais, trésor public, C'est parce que c'est les parce que les entreprises, étrangers emmènent tout. voilà, ils ne nous donnent pas Donc, notre on part. veut Et justifier le vol. aucun journaliste ne demande à Monsieur Jean-Bruno Itois, aucun journaliste ne lui dit, Monsieur le ministre, sommes-nous un État souverain ou pas? Sommes-nous un État souverain ou pas? C'est Oui. que l'argent du bois n'est jamais arrivé au trésor Mais public congolais. je vous Ah, donne des ils viennent exemples nous dire le concrets. contraire ici. L'argent Hein? du pétrole n'est jamais arrivé au trésor public, l'argent du bois n'est jamais arrivé. Même les minerais, là, ça n'arrive jamais au trésor public. Où va tout cet argent? Et quand Jean-Bruno Itoa vient de dire que c'est un problème de texte, attendez, on prend les Congolais pour des idiots ou quoi? Mais il y a un parlement qui est là. Donc ça veut dire que Ah oui, depuis que le bien sûr. Congo Hein? exploite le pétrole, on n'a jamais pris ces textes-là pour que la part du Congo soit reversée aux Congolais. Bon, où est passé le contrat de partage de production laissé par Pascal Lissouba? Vous l'avez entendu parler de ça? Vous, même comment on appelle ça, les produits Oui, pharmaceutiques. mais Didier Mounivolo, parce que moi, il faudrait qu'on soit un peu factuel avec ces gens-là. Je ne sais pas si, et je me posais d'ailleurs la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer que jusqu'à maintenant, après l'avoir observé pendant plus de 42 ans, 3 ans de règne, son partage, que les Congolais ne comprennent toujours pas, certains Congolais bien entendu, puisque ça existe encore, n'arrivent pas à comprendre que ce régime est là pour piller le Congo, pour détruire le Congo. En fait, ils sont venus pour une mission bien précise, mais vraiment Bien sûr. pas pour les Congolais. Pas pour les Congolais. Parce que ça ne peut pas s'expliquer qu'on produise du pétrole chez nous, qu'on exporte du pétrole, le gaz liquéfié, et que tout cet argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'arrive jamais au trésor et va dans des banques étrangères, c'est-à-dire dans les caisses, j'allais dire, des comptes privés, les comptes Hein? bancaires privés de ces C'est gens-là, surtout ça. notamment de Sassou Nguesso et de sa famille. La SNPC est censée vendre le pétrole à part du Congo, c'est exporté, mais l'argent n'est jamais rentré dans notre pays. Jamais, jamais, jamais. Personne ne viendra vous dire qu'on a vendu tant de cargaisons que tel jour, le produit des cargaisons est rentré dans le trésor congolais. Ça n'existe pas. Mais cet argent reste où? Il est où? On sait. Il est placé dans les paradis fiscaux, dans des comptes des particuliers. Le trésor congolais n'a pas un compte à l'extérieur. Mais tous les grands pays qui nous entourent le savent. Les financiers comme moi le savent. Tout le monde le sait, le Parlement le sait.
Le gouvernement le sait, la justice le sait. Et dernièrement, il y a eu un nouveau scandale là. Denis Sassou Nguesso pris la main dans le sac En Norvège, de je la crois. corruption aggravée. Il a Oui. perçu 25 millions de dollars de pots de vin pour En accorder un 2016. crédit, En pour accorder 2016. plutôt un permis d'exploitation pétrolière aux Norvégiens. Tout le monde est informé. Après, on a vu Thierry Mungala, comme d'habitude, venir faire son théâtre, tout le monde voit. Mais la fois dernière, il avait d'ailleurs promis un procès contre Libération sur les révélations que Libération avait faites. Mais aujourd'hui, il revient sur la même... Et il dit que c'est une boule puante qui vise à voilà, gêner la campagne électorale de Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que la Norvège a à foutre avec la campagne de Denis Sassou Nguesso, entre nous soit dit? Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, je La me pose la Norvège question, veut mais ces gêner gens-là Sassou, prennent c'est des au Congolais profit de qui? pour des idiots, et c'est pas normal. Il faut bien que les Congolais comprennent tout ça. Vous comprenez pourquoi le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, parle de la révolution du fleuve, parce que tout ce que vous décrivez, ça montre que ces gens ne peuvent pas quitter le pouvoir. Bonjour mesdames, messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur R7 en compagnie de Didier Moueni-Volo. Bonjour Didier. Bonjour, Monsieur Perrin, et Merci d'être merci là. de l'invitation. Voilà, merci donc d'être là pour décrypter les mensonges éhontés débités par le PCT, Parti congolais du travail, via les chaînes Global TV Télé Sud, relayées par Télé Congo, une chaîne qui se veut pourtant publique et donc financée par l'argent du contribuable congolais, mais qui l'abreuve des contre-vérités sur le bilan catastrophique de Denis Sassou Nguesso, débité par les membres du gouvernement Makosso, ainsi que d'autres personnalités publiques et administratives, toutes affiliées au même courant politique, le Parti congolais du travail. Et tout cela avec la complicité, bien entendu, du Conseil supérieur de la liberté de communication, une institution censée garantir un accès équitable à l'information pour l'ensemble des citoyens. Malheureusement, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, et donc pendant 30 jours, vous imaginez, c'est quand même un mois, c'est une véritable campagne électorale menée par le PCT avec les ressources de l'État et en prenant, bien entendu, en otage la chaîne publique Télé Congo, vous imaginez, je l'ai dit tout à l'heure, pendant 30 jours, sans débat contradictoire. Nous sommes à quelques 6 semaines seulement, qui nous reste, de la prochaine élection présidentielle dont Sassou Nguesso serait candidat, parce que jusque-là, il ne s'est pas encore prononcé officiellement, mais tout le monde sait que ce sera sans surprise. Il va donc présenter sa candidature d'ici là, j'allais dire. Alors, on peut donc imaginer, avec toutes ces contre-vérités, ce que ressentent les Congolais qui endurent une réalité diamétralement opposée à cette rhétorique mensongère et décousue d'humilité pour tenter de défendre coûte que coûte le bilan catastrophique de Denis Sassou Nguesso dans un contexte de crise socio-politique et économique très profonde. Je sais que le CRC, Congrès pour la Renaissance du Congo, dont vous êtes porte-parole, ne souscrit ni aux élections avec Sassou Nguesso, donc les résultats, tout le monde le sait, sont souvent biaisés et falsifiés d'avance, mais aussi le CRC n'est pas pour le dialogue avec le régime PCT, un régime que vous disiez d'ailleurs qui ment, qui tue, qui détourne l'argent du pays. Cependant, vous pouvez tout de même nous dire ce que vous pensez de cette campagne que mène le PCT sur ce qu'ils ont qualifié 30 jours pour convaincre, mais de plus en plus, les Congolais pensent que sont là 30 jours pour narguer le peuple congolais. Moi, je suis plutôt d'avis de la population congolaise qui pense que c'est 30 jours pour narguer les Congolais, mais c'est surtout 30 jours de spectacle pathétique et médiocre lorsqu'on voit Comédie les de très mauvais prestations. goût alors. Comme comme on peut voir les prestations des différents ministres qui passent sur ce plateau pour essayer d'expliquer les réussites du pouvoir. Les réussites, on n'en voit pas.
Et quand on lit les commentaires des Congolais, oui, c'est plutôt 30 jours de spectacle pathétique et médiocre en toute obscurité, en toute, comment dire, il disait en toute transparence, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est transparent. Et d'ailleurs, on ressent la colère des Congolais quand ils suivent les ministres qui passent sur ce plateau de Télé Congo. Mais en plus de la colère, moi, je vois de plus en plus des Congolais s'indigner, dire leur honte quand vous écoutez ce que Mme Nefer Ingani, Ingali, les réponses qu'elle donne. Mais franchement, avec les restaurants de type Maléwa, on imagine un peu. quand on sait combien l'humanité, le monde, y compris en Afrique, au Congo, compte des femmes brillantes qui luttent pour la promotion de la femme. Et au Congo, c'est Madame Ingani à qui on demande qu'est-ce qu'elle a mis en place comme projet pour les femmes dans les zones rurales. Elle dit la journée de la femme, célébrer la journée de la femme. Alors, est-ce que c'est elle qui a inventé le 8 mars, journée de la femme ou voilà. Donc, c'est d'une telle médiocrité que aujourd'hui, en plus de la colère de population, s'ajoute la honte parce que l'Afrique entière voit cette prestation, le monde voit cette prestation et très sincèrement, nous qui sommes en contact avec des populations d'autres pays, je peux assurer les Congolais qui sont à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Ouessou, à Djambala, à Kakamoueka, partout, nous avons un sentiment de honte vis-à-vis de certains de nos amis parce que on se demande d'où sortent tous ces ministres, quoi. Ils auraient Mais, peut-être mieux fait de se taire et puis de se maintenir au pouvoir au lieu de nous livrer un tel spectacle médiocre qui traîne sur... Moi, je conseille même au ministre, au gouvernement de supprimer, de trouver les moyens de supprimer toutes ces vidéos en ligne parce que c'est vraiment honteux de voir une telle prestation des gens qui sont là depuis, qui sont là depuis 1997 avec un président qui est là depuis les années 70. Et donc, c'est tout ce qu'il nous trouve, c'est tout ce qu'il trouve à nous dire sur le possible développement économique, sur les progrès de la science et de la technologie chez nous. Mais vraiment, bon, on va aborder tous ces sujets-là. Mais déjà, moi, j'ai un sentiment de colère doublé de honte quand je vois ces prestations, parce que n'empêche qu'il s'agit du gouvernement congolais, qu'il s'agit des ministres congolais, même si nous ne les aimons pas parce qu'ils sont en train de détruire le pays, mais ces gens-là représentent malgré tout. Aujourd'hui, il y a des Congolais, moi je lis ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux, il y a des Congolais qui commencent à demander en grand nombre les nationalités des pays où ils habitent, soit-ils des pays africains, pour que demain qu'ils puissent quoi, au moins brandir le deuxième douterait-il passeport, finalement, quoi. ils douteraient de leurs origines, c'est ça? Ils se disent, Ils est-ce ne que doutent c'est... pas, mais ils ont tellement honte. Lisez les commentaires. Moi, ils ont tellement honte d'être Congolais et de dire, alors que le Congolais, c'est quelqu'un qui est fier de ce qu'il est. Hein? Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui est fier de lui comme le Congolais. Et le Congo est aujourd'hui connu dans le monde, qu'il s'agisse de la musique, qu'il s'agisse du sport, mais qu'il s'agisse aussi des cadres. Nous, on a quand même eu des grands cadres. Donc, d'entendre comment nos ministres parlent, mais c'est pathétique. C'est vraiment pathétique et ça fait honte, très sincèrement. Et moi, je Évidemment, demanderais même ça fait honte. qu'on arrête cet exercice et puis on passe Voilà, à autre vous chose. disiez donc que ça fait honte. En fait, nous sommes, comme disait quelqu'un, en train d'assister à une campagne d'humiliation de la République du Congo à la face du monde. Et ce qui le fait, c'est le gouvernement qui a Ben, décidé un matin en train d'humilier le Congo à la face du monde. oui, oui, mais c'est une pièce de Vraiment théâtre. curieux. C'est une pièce de théâtre. C'est pathétique. C'est incroyable. Et comment ils ne se rendent même pas compte? Comment? Alors, moi, je vais vous dire que Madame Ingani ne se rende pas compte. Je peux l'accepter. Mais à Dunganda, semble-t-il qu'il est ingénieur. Jean-Bruno Utois, il a quand même travaillé des années chez Total ou chez Elf, je ne sais plus.
Est-ce qu'il a vu en France, en Russie, en Arabie Saoudite, sur le continent américain, son homologue parler comme il parle? En fait, ces gens vous parlent, ils ont le même niveau que l'homme de la rue, en fait. Quand vous les voyez parler, c'est du niveau de l'homme de la rue, alors qu'ils doivent vibrer au niveau universitaire. Mais le discours qu'ils nous tiennent, ces gens-là, ce n'est même pas le discours d'un lycéen. Un lycéen de terminale tiendrait un discours qui est 1000 fois mieux que ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Ils vous racontent des anecdotes. Dites-moi lequel de ces ministres est passé et aujourd'hui, on peut dire que dans ce qu'il a dit, on voit maintenant là où on va. On est Oui, maintenant mais sûr Didier de là où on Monivolo, va. si vous vous rappelez, souvenez-vous de, je ne sais pas s'il était cardinal, Monseigneur, Monsengo, Laurent Monsengo, qui, d'ailleurs, lui, il appelait les politiciens comme des médiocres, c'est comme ça qu'il les appelait. Et au Congo, ce n'est pas une insulte, hein, de toute façon, c'est eux-mêmes qui sont en train de s'exposer comme ça à la face du monde. Et on le constate que c'est d'une médiocrité, mais pathologique. Tout à l'heure, vous avez rappelé Madame Inès Ingani. Voilà une femme ministre de la femme, parmi les femmes au Congo qu'on a choisi mettre là. Lorsqu'on lui pose la question sur le programme, ce qu'elle a eu à initier, ben, vous l'avez dit tout à l'heure, elle parle de la journée internationale de la femme. D'accord? Mais le Mais pire, elle va plus loin pour dire oui, qu'elles ont, je ne sais pas, formé des milliers de femmes à faire la restauration type Maléwa. Vous savez ce que ça veut dire, Didier? Maléwa. En oui, fait, je vois un Maléwa, c'est peu. quoi? C'est un peu ce que nous appelions lorsque nous étions encore très jeunes, le liyoto, en fait, c'est ça, le Maléwa. Et moi, ça m'a fait penser à cette campagne qui avait été menée par le gouvernement congolais dans les années 2010, lorsque le Congo avait accédé au statut PPTE. Vous voyez? Et le gouvernement congolais a célébré, ils ont sabré du champagne. Donc, un pays 400, qui est en 400 000 voie dollars. d'émergence, qui se retrouve dans le statut des pays pauvres, très endettés, le gouvernement célèbre. Et cette dame a fait la même chose. C'est-à-dire pour elle, le fait de regresser jusqu'à ce niveau maléwa, quand vous dites maléwa, surtout à Kinshasa, tout le monde vous regarde. Maléwa, c'est ce que un chien va manger. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un projet mis en place pour les femmes en milieu rural? Bien, au milieu rural, je peux vous parler par exemple de la célébration de la Journée internationale des femmes. Chaque célébration de la Journée internationale des femmes, nous formons les femmes, notamment au niveau des coopératives agricoles. Vous avez les chiffres dans le bilan, le livre bilan, vous avez des chiffres. Nous avons, en dehors de cela, nous avons par exemple, tout dernièrement, on a formé des femmes. Il y a des milliers de femmes qui ont été formées sur justement la restauration de rue, ce que nous appelons les maléwas, etc. Voilà, nous avons plusieurs femmes qui ont été formées sur l'hygiène à ce niveau pour qu'on puisse leur créer des conditions pour leur autonomie, c'est-à-dire attirer plus de clients. Voilà, elle a formé les femmes pour ça. Au lieu de sortir ces femmes de cette situation, non. Elle, plutôt, s'est évertuée à accompagner ces femmes dans ce qu'on appellerait, mais franchement, et ça se dit à la télé, tout le monde est en train de suivre. Voilà pourquoi je disais, bon, lorsqu'on dit médiocre, après on viendra vous dire, oui, vous manquez de... Non, ce sont des faits, c'est eux-mêmes, mais il y a aussi à Douganga, nous allons en parler tout à l'heure, qui vous fait croire des choses, mais après je me posais la question, mais ces gens-là parlent d'un pays imaginaire ou bien? Qu'à cela ne tienne, Didier Mouinivolo, nous allons revenir sur un certain nombre d'intervenants, évidemment, de ce gouvernement, à ce programme, mais je voulais quand même me poser une question, puisque depuis qu'on est en train de suivre cette comédie, il faut appeler ça comme ça, de très mauvais goût en plus, j'ai constaté qu'il y a une absence flagrante d'équilibre de l'information. Et quand je dis ça, M. Médard Milandou sait de quoi je parle. Et là, je m'adresse à lui. Parce que je l'ai vu avec les journalistes, où il a commencé à faire, voilà, lui aussi son théâtre pour dire les journalistes doivent, voilà, faire beaucoup plus attention, respecter la déontologie, l'éthique, voilà, professionnelle. Tout ça, c'est bien. Mais je m'adresse à Médard Milandou.
qui laisse faire un tel programme. 30 jours, on a pris Télé Congo en otage. 30 jours. La Télé Congo, c'est une télé supposée être publique. C'est pas une chaîne, c'est pas un média du gouvernement. C'est la chaîne publique, donc des Congolais. Voilà qu'on va abreuver les Congolais des contre-vérités pendant 30 jours sans débat contradictoire. Donc ceux-là qui ont pillé le Congo, qui ont conduit le Congo à la ruine, viennent pour tenter de justifier leurs bêtises. Et ça passe comme ça devant le Conseil supérieur de la liberté de communication. Et ma question, c'était de savoir, est-ce que Télé Congo, tel qu'elle est en train de faire, le Conseil supérieur de la liberté de communication, tel qu'il est en train de permettre ce qui se fait là, est-ce que demain, ils vont accorder le même timing aux opposants politiques congolais, dans les mêmes conditions et dans le même cadre, pour respecter évidemment le temps de parole? Parce que là, le PCT est déjà en pleine campagne, nous sommes à 6 semaines de l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il faut qu'on donne aussi à l'opposition congolaise les 30 jours à Télé Congo en train de dire ce qu'ils pensent. C'est la question que je pose à Médard Milandou s'il est. Je sais qu'il va nous suivre. Bon, mais qu'à cela ne tienne, je sais qu'il ne viendra pas parce qu'il y a eu un autre fait, là, je ne sais pas si vous avez suivi. Ils ont envoyé une correspondance aux forces du changement, le rassemblement des forces du changement pour, comment ils appellent ça, rencontre citoyenne, pour s'entretenir. Et vous savez ce qui s'est passé? Après avoir envoyé cette correspondance, ils appellent le président du rassemblement des forces du changement pour lui poser la question de savoir, est-ce qu'un tel est avec vous? Est-ce qu'un tel autre est avec vous? Ils ont cité des noms des gens qui ne sont pas avec ceux qui sont aux forces du changement. Et la réponse étant négative, ben ils ont renoncé, ils ont annulé cette rencontre. Comme quoi, c'est le Conseil, c'est ce que moi j'ai compris. Donc, c'est le Conseil supérieur de la liberté de communication qui doit désormais dicter à l'opposition qui sera avec X, qui sera avec Y. Vous voyez là où nous sommes en train de partir. Je sais que le CRC, pour le CRC, les élections qui arrivent, c'est un non-événement, ça je le sais, mais on peut quand même en parler. Bien sûr, on peut en parler sans problème. Déjà, il appartient à Médard Milandou et aux institutions qui supervisent la presse au Congo de garantir l'équité d'accès aux médias pour tous les candidats. Donc au Congo, mais pas que les candidats, c'est pour tous les partis politiques. En réalité, sous le même format, il faut donc que Télé Congo donne la parole à l'UPADS, à Yuki, même si ces partis refusent d'aller à l'élection présidentielle, n'empêche que ce sont des partis politiques et donc il faut leur donner la parole à Destin Gavé, donner la parole à M. Balou, à M. Bouiti. Dans les mêmes conditions. Voilà, dans les mêmes 30 conditions, jours, dans les mêmes conditions, le même dans les mêmes conditions. Et ça, après, au-delà, si vraiment ces journalistes de Télé Congo se respectent, ou les journalistes congolais qui sont sur place se respectent, eh ben, qu'ils créent des débats, c'est-à-dire on prend les opposants, et plutôt les hommes politiques, tous autour du plateau, et on leur pose la question. Mais pour revenir sur ce que vous disiez, sur l'éthique et la déontologie de Télé Congo, souvenez-vous que pendant le congrès du PCT, on a vu le directeur de Télé Congo avec l'écharpe du PCT. On a vu les journalistes de Télé Congo avec l'écharpe du PCT. Qui ont même adhéré au Parti congolais du travail. On a vu, on les a vus arborant, alors qu'en tant que journalistes de la presse publique, ils ont le droit d'avoir des opinions politiques, des opinions religieuses, des opinions philosophiques, mais ils ne peuvent pas les afficher dans le congrès d'un parti politique. Et on a vu Asie Dominique de Kinkala ou de Marseille, lors d'un voyage de Denis Sassou Nguesso, regardez comment il jubilait. Il arborait même un t-shirt de Denis Sassou Nguesso là. Voilà. Donc, il y a un vrai problème d'impartialité, mais ça ne nous étonne même pas. Ce sont les réalités du Congo. Après, il appartient aux autres hommes politiques, aux autres femmes politiques du Congo de se battre. C'est ça le combat politique.
d'avoir des vraies chaînes publiques, mais aussi des chaînes de télé ou comment on appelle ça, la presse écrite privée, mais qui fait son travail. Parce que comment pouvez-vous revendiquer la presse au Congo comme étant le quatrième pouvoir si les gens qui sont censés animer cette presse se font eux-mêmes tout petits face au pouvoir en place? Hein? On parle de la façon dont les choses sont organisées, mais même dans l'animation, les journalistes qui passent leur temps à valider les propos mensongers des ministres ou des responsables qui le reçoivent, et ça, ce n'est pas possible. Un journaliste, il va challenger son interlocuteur, il va bousculer le ministre, il va le pousser dans ses retranchements pour que, à la fin, l'objectif n'est pas de salir le ministre ou le responsable. L'objectif est de démontrer que celui que nous avons en face de nous, c'est où est-ce qu'il veut nous emmener. Voilà. On a parlé de Mme Ingani, qui est la ministre de la promotion de la femme, qui ne sait même pas ce que c'est la protection des femmes, la protection des jeunes filles, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place comme politique publique, mais aussi comme politique sociale en faveur de ces femmes qui souffrent dans nos régions. Je prends un exemple très simple. On sait très bien que pour boire l'eau dans les villages, ce sont souvent les femmes qui vont chercher l'eau dans les rivières ou dans les puits. Or, aujourd'hui, l'exploitation minière au Congo est en train de polluer la plupart de nos cours d'eau. Et moi, j'ai vu, les premières à réagir, ce sont les femmes de Kélé. Les femmes de Kélé qui disent leur difficulté à s'occuper de leur famille parce que les rivières où elles prenaient l'eau potable, l'eau à boire, sont polluées. Les rivières où leurs hommes et leurs fils venaient pêcher, c'est pollué. Et donc, ces femmes, il y a maintenant plus de 10 ans, disaient déjà leur souffrance. Qu'est-ce que Mme Ingani dit de cette femme-là? Les élèves, la question du journaliste était très claire. Prenez les élèves en zone rurale. Et quand ces enfants-là, quand ces filles en zone rurale sont malades, comment font-elles pour avoir accès aux médecins? Est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce que ces enfants ont accès aux documents d'état civil? Voilà, parce que c'est des futures mères, c'est des futures femmes, c'est des futurs professionnels. Et comment on prépare la professionnalisation des jeunes filles en milieu rural? Tout ça, elle ne parle pas. Elle dit, on va apprendre à ces femmes à gérer les Maléwa. Vous l'avez vous-même dit que Maléwa veut dire la poubelle, pratiquement. Donc, une ministre de la République est en train de valider la malbouffe dans son pays. C'est ce que ça veut dire, évidemment, la malbouffe. Oui, mais par sa réponse, elle valide la malbouffe, c'est-à-dire qu'elle apprend à ces jeunes femmes d'offrir aux Congolais, aux populations, une malbouffe. Qu'est-ce que la malbouffe va entraîner? Du cholestérol, du diabète, des maladies métaboliques. Oui, et par donc, ça va conséquent, la gonfler mort. les dépenses en santé publique de notre pays. Voilà la réflexion des gens qui nous dirigent. Mais évidemment, on livre non, ça à la face du monde. Il faut peut-être s'expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent, qui ne savent pas ce que c'est que les Maléwa. En fait, les restos Maléwa, en un mot, hein, ce sont des restos où, lorsque vous arrivez, bon, généralement, les plats sont vraiment à des très bas prix, hein, où vous trouvez, voilà. Et c'est une montagne de riz qu'on vous met dans une assiette, avec certainement quelques grains de... Oui, une montagne d'amidon. Dans le riz, on ne prend que de l'amidon. Avec... C'est une montagne d'amidon qui va se transformer. Alors, moi, je vous dis, hein, je ne suis pas biologiste, mais c'est mon cours de première, le cours de biologie en première, sur tout ce qui est sucre. Donc, cet amidon qui arrive dans le corps en abondance, qui va se transformer en glucose, que le corps n'arrivera pas à tout éliminer parce que c'est une forte quantité quand vous dites montagne de riz. Et donc, demain, on se retrouvera avec 30-40% de la population congolaise souffrant du diabète. Et là, ce sont les dépenses de santé qui vont exploser. Et donc, on dira quoi? Merci, Madame Ingani, Nefertiti ou Nefer, je ne sais quoi. C'est pathétique, tout ça. Mais Didier Monivolo, on va donc continuer avec... il y a aussi Jean-Bruno Itoie. C'est le ministre actuellement, hein, il faut dire ça comme ça, du pétrole congolais.
Alors, il Oui, a c'est le grand parlé pétrolier congolais. voilà, il a parlé du projet, la nouvelle raffinerie hein, qui est en construction à Pointe-Noire, à Fouta, en fait, ouais. Une raffinerie dont le coût de construction hein, est estimé à 600 millions de dollars par là, donc l'équivalent de 360 milliards de francs CFA. Et il dit que cette raffinerie et la construction est financée, totalement financée par la Russie. Et ce que je n'ai pas compris en fait. Alors si c'est la Russie qui finance totalement ce projet, qu'est-ce que le Congo a gagné là-dedans? Qu'est-ce que le Congo gagne dans une raffinerie qu'on va construire à Pointe-Noire qui va coûter 600 millions de Totalement dollars? financé par, voilà, une... 600 millions de dollars et 360 milliards donc, de francs CFA. Mais restons sur un chiffre parce que mon argumentaire va se reposer sur ça. 600 millions de dollars entièrement financés par la Russie. Mais laquelle Russie? C'est la même qui fait la guerre avec l'Ukraine, la C'est même celle-là. qui a des bateaux fantômes de vente de pétrole que Français et Américains commencent à raisonner pour asphyxier les comptes publics de Poutine, pour le pousser à mettre fin à la guerre. Et Poutine a 600 millions de dollars à venir investir au Congo pour une raffinerie. En fait, quand vous êtes ministre du pétrole, ou PDG ou DG de la SNPC, vous maîtrisez la géopolitique du pétrole. Donc, vous maîtrisez la géopolitique. Donc, si vous prenez les données géopolitiques aujourd'hui, même si Vladimir Poutine a 600 millions de dollars dans sa poche, même s'il a 2 milliards de dollars, pour que la priorité soit la raffinerie au Congo-Brazzaville, qu'est-ce que cette raffinerie lui rapporte? Cette raffinerie lui rapporte quoi? Et pourquoi aujourd'hui, même si le projet, je ne dis pas que le projet est faux, il est possible qu'avant la guerre en Ukraine, ce projet avait déjà commencé. Même quand la guerre a commencé en Ukraine, ce projet était toujours bon, mais avec les données actuelles, au moment où vous et moi nous parlons, Christian, la Russie ne peut pas mettre 600 millions dans une raffinerie, surtout que les travaux n'ont pas commencé. Ça, c'est la première Oui, des mais choses. admettons qu'elle le fasse. Pourquoi est-ce que la Russie va-t-elle financer entièrement un tel projet? Où est donc le Congo? L'argent du Congo va où? Qu'est-ce Mais qu'on en fait? déjà, l'argent du Congo va où? Ça me fait penser, en fait, le gouvernement que nous avons, je vous ai dit, ils sont menteurs, ils sont narcissiques, ils sont malhonnêtes. Vous vous souvenez? Andeli, ministre de l'économie et des finances, les infrastructures ont été construites à partir de la dette chinoise. Colline Makosso, Premier ministre, arrive et dit, les infrastructures ont été construites depuis les fonds propres. Et l'usine, cette raffinerie, on va tomber dans les mêmes cas. On va nous dire aujourd'hui que c'est une dette, donc parce que entièrement par la Russie, donc c'est une dette qu'on a vis-à-vis de la Russie de 600 millions. Et demain matin, on va nous dire non, non, c'était les fonds propres du ministère des hydrocarbures. Donc, je vous demande une seule chose. Ce genre de choses, ce n'est plus de secret, que M. Bruno Itoie, mais d'ailleurs comme tous les ministres, publie tout ce qu'ils ont dit là sur les sites officiels des ministères pour que chaque Congolais puisse les consulter, ces documents-là. Ce n'est pas des secrets d'État. Ces documents ne sont pas des secrets d'État puisque c'est eux-mêmes qui en parlent. Donc, M. Bruno Itoie, et en plus, Christian, et réécouter M. Bruno Itoie parler, tout est approximatif. La raffinerie de pétrole, c'est de l'ingénierie. L'ingénierie, ce n'est pas de l'approximatif. L'ingénierie, c'est l'exactitude. Pi égale à 3,14. Ça, c'est l'ingénierie. Or, reprenez, moi, j'ai réécouté plusieurs fois le passage de Jean-Bruno Itoie devant Télé Congo. Rien n'est clair. Il dit tout a été signé, mais il reste encore quelques difficultés. La raffinerie, oui, on va construire, ça c'est sûr, tout est bon. Mais il y a un problème. Où est-ce qu'on trouve le brut? C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Mais si Oui, vous ne mais savez pas, où est-ce que vous allez trouver le brut? C'est très intéressant. Où est-ce qu'on trouve le brut? Mais la SNPC, son rôle, c'est quoi? N'est-ce pas gérer le brut, le brut il dit une congolais? chose grave. À quoi va servir la raffinerie si on n'est pas rassuré, si on n'a pas les garanties sur la fourniture du brut? Mais si les Russes
savent que vous avez des difficultés pour avoir le brut. Mais pourquoi ils mettent 600 millions? Il n'en reste pas moins que nous devons réformer la COURAF, qu'elle soit compétitive. Il n'en reste pas moins que nous devons revisiter les textes qui ont été mis en place il y a une vingtaine d'années, donc ils sont totalement obsolètes. La structure de prix, le rôle des uns des autres, ainsi de suite. C'est la réforme qui n'est pas achevée, qui a été commencée, l'assistance du Fonds monétaire, la Banque mondiale, et que nous pourrions achever d'ici 1 an à peu près, pour que l'architecture de gouvernance de ce sous-secteur s'adapte à la nouvelle donne qui sera créée à la fois par la nouvelle raffinerie, donc l'abondance de produits, l'abondance locale de produits, et le chemin de fer nouveau, le pipe, qui améliorerait notamment la logistique. Monsieur le ministre, Voilà, sur cette question précisément, quels sont les points de blocage? Parce que les travaux de la raffinerie, le président de la République a quand même posé la première pierre, ça fait beaucoup de mois déjà. Le contrat avec la société russe également a été signé. Quels sont les points de blocage? Pourquoi ça ne démarre pas aujourd'hui? On est à la fin de mandat. Alors sur le projet russe, il n'y a pas de point de blocage. C'est la mise en œuvre. Tous les accords sont signés, il faut créer la société. Il faut que les investissements soient lancés par la société russe qui finance tout. Et ensuite, les travaux ont commencé, il n'y a pas de blocage. Il y a simplement de la mise en œuvre. La raffinerie, oui, il y a eu quelques problèmes. Le principal problème, c'est l'accès au brut. Si vous construisez une raffinerie et qu'elle n'a pas de brut à processer, à quoi elle va servir? Et de toute évidence, nous avons un problème qui n'est pas résolu, c'est faire appliquer les textes, nos textes en la matière, à savoir l'obligation pour tout producteur d'alimenter le marché local. On n'y arrive pas. Non, pourquoi les Russes? Les Russes, c'est pas des, les Russes, c'est des scientifiques, c'est des grands ingénieurs, c'est une puissance. Comment vous... Et d'ailleurs, ça, c'est leur domaine, hein, il faut les reconnaître. Bien sûr. Comment vous pouvez faire croire aux populations que la Russie va construire une nouvelle raffinerie et qu'on n'a pas de brut? Et d'ailleurs, c'est plus dans les médias congolais qu'on entend ça que dans les médias russes. On voit les relations entre la Russie et les pays de l'AES, par exemple. On sait ce qu'ils font ensemble. Non, mais c'est très intéressant, Didier Mouinivolo, votre inquiétude tout à l'heure. Vous disiez que, attendez, on ne peut pas quand même injecter 600 millions de dollars. Nous parlons de 600 millions de dollars. C'est l'équivalent de 360 milliards de francs CFA pour une raffinerie, et qu'après 5 ans de démarrage des travaux, qu'on commence à s'inquiéter, se poser la question où est-ce qu'on va trouver le brut. Je crois que, non, mais Jean-Bruno Itoa doit avoir un problème. C'est sérieux, là. Comment Non, mais... où est-ce qu'on va trouver le brut? Mais la SNPC, son rôle, c'est quoi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, la SNPC gère le brut congolais. Nous avons un contrat de partage avec... c'est encore pire que ça. Monsieur Perrin, c'est encore pire que ça. Je vous répète Jean-Bruno Itoa. Jean-Bruno Itoa dit, parce que le problème, c'est que les textes, les lois ne sont pas appliquées. Il dit, normalement, chaque entreprise qui exploite, qui produit du pétrole au Congo, devait reverser une partie au Congo. Oui. Et ce n'est pas toujours fait et on a du mal à appliquer cela. Jean-Bruno Itoa, ministre du pétrole, est en train de dire aux Congolais que le gouvernement congolais, avec Sassou Nguesso, avec le président, sont incapables d'imposer aux entreprises qui sont au Congo le fait de livrer au Congo sa part de pétrole. Donc, ça veut dire que les entreprises... Non, mais ça doit entrer dans une stratégie. C'est une stratégie de vol. C'est ce qu'on nous annonce. Perrin, parce que ça veut dire quoi? Je vais juste insérer un petit élément. Ça veut dire quoi? Moi, si j'ai bien compris cette partie, c'est une façon de dire aux Congolais, écoutez, si vous ne voyez pas l'argent du pétrole au trésor congolais, c'est parce que les étrangers emmènent tout. Voilà, ils ne nous donnent pas... On veut justifier le vol. Aucun journaliste ne demande à M. Jean-Bruno Itoa, aucun journaliste ne lui dit, Monsieur le ministre, sommes-nous un État souverain ou pas? Sommes-nous un État souverain ou pas? Si oui, mais au nom de quoi? Dans notre territoire, on est sur notre territoire, hein? On joue à domicile, on ne joue pas à l'étranger, on joue à domicile. Oui. C'est-à-dire qu'on est chez nous, les entreprises viennent signer des contrats avec nous, il y a un pourcentage du pétrole qu'on doit nous donner à nous, ils ne nous les donnent pas et nous on ne fait rien. Ils partent avec tout. Ils partent avec tout. Alors, j'ai déjà expliqué sur votre chaîne, Monsieur Perrin, que vous prenez n'importe quelle production,
n'importe quel produit, n'importe quelle production, l'huile, l'arachide, l'huile de palme, le sucre, le pétrole, le gaz, le bois, la pêche, si demain on pêche le poisson chez nous, l'agriculture, lorsque vous avez toutes ces unités dans votre pays, même si ça appartient aux étrangers, rien ne sort sans l'autorisation du gouvernement. Pour faire baisser les prix des meubles au Gabon, je ne parle pas d'un pays lointain, le Gabon à côté, pour faire baisser les prix des meubles, parce qu'une table pouvait coûter jusqu'à 100 000 francs, une armoire à linge pouvait coûter jusqu'à 200 000 francs au Gabon. Pour casser tous ces prix, qu'est-ce que Ali Bongo a fait? Ali Bongo a interdit l'exportation du bois brut. Ali Bongo a interdit. Donc, au Gabon, 70 à 80% du bois, transformation locale. Et donc, ce n'est plus le bois qu'on exporte en Chine, brut, qui revient en bastingue, en planche. Oui, mais pendant que vous parlez du bois, le Congo est exportateur du bois, Didier Mouinivolo. Oui. C'est que l'argent du bois n'est jamais arrivé au trésor public congolais. Mais je vous donne des exemples. Il vient nous dire le contraire ici. L'argent du pétrole n'est jamais arrivé au trésor public, l'argent du bois n'est jamais arrivé. Même les minerais, là, ça n'arrive jamais au trésor public. Où va tout cet argent? Et quand Jean-Bruno Itoa vient dire que c'est un problème de texte, attendez, on prend les Congolais pour des idiots ou quoi? Mais il y a un parlement qui est là. Donc ça veut dire que depuis que le Congo exploite le pétrole, on n'a jamais pris ces textes-là pour que la part du Congo soit reversée aux Congolais? Les députés peuvent se saisir du dossier, les sénateurs. Et puis, il vient le déclarer à la télé en plus. Et il dit, oui, l'État ne sait pas trop comment faire. Est-ce que c'est Coraf qui paye? Mais on n'a pas les garanties. C'est-à-dire que nous, en plus, on doit donner des garanties. Mais non. Bon, où est passé le contrat de partage de production laissé par Pascal Lissouba? Vous l'avez entendu parler de ça? Mais il ne peut pas en parler. Mais qu'est-ce que ce contrat est devenu? Est-ce qu'on est toujours dans le partage de production? Je vous dis, M. Perrin, au Gabon, par exemple, à la suite de cette loi, allez vérifier au Gabon, les tables de 100 000 sont passées à 40-50 000 francs CFA. Les armoires de 200 000 sont passées à 100. Donc, c'est comme ça toute la production nationale a pour but de réduire d'abord, de satisfaire la consommation locale. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque M. Bruno Itoa parle des difficultés que nous avons, il omet de parler des stocks stratégiques. Et surtout en matière d'énergie. En matière d'énergie, tous les pays du monde constituent ce qu'on appelle les stocks stratégiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Congolais qui nous suivent? Ce sont des stocks qui font que quand on bloque le monde, comme avec le Covid, vous avez la possibilité de puiser dans vos stocks stratégiques, de continuer à faire fonctionner le pays, à faire vivre les gens pendant 6 mois, voire une année. Par exemple, si Trump est en train, on dit de Trump que la stratégie de bloquer le pétrole du Venezuela, de l'Iran et de la Russie contre la Chine, le problème c'est que la Chine a déjà constitué aujourd'hui des réserves stratégiques en pétrole pouvant tenir une année de consommation. Donc, ce que Trump est en train de faire pour gêner la Chine, c'est son problème. Mais il faut savoir que même les terres rares, même comment on appelle ça, les produits pharmaceutiques. Mais Didier Mouinivolo, parce que moi, il faudrait qu'on soit un peu factuel avec ces gens-là. Je ne sais pas si, et je me posais d'ailleurs la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer que jusqu'à maintenant, après l'avoir observé pendant plus de 42 ans, 3 ans de règne, son partage, que les Congolais ne comprennent toujours pas, certains Congolais bien entendu, puisque ça existe encore, n'arrivent pas à comprendre que ce régime est là pour piller le Congo, pour détruire le Congo. En fait, ils sont venus pour une mission bien précise, mais vraiment pas pour les Congolais. Pas pour les Congolais. Parce que ça ne peut pas s'expliquer qu'on produise du pétrole chez nous, qu'on exporte du pétrole, le gaz liquéfié. Et que tout cet argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'arrive jamais au trésor et va dans des banques étrangères, c'est-à-dire dans les caisses, j'allais dire, les comptes privés, les comptes bancaires privés de ces gens, notamment de Sassou Nguesso et de sa famille. La SNPC est censée vendre le pétrole à part du Congo, c'est exporté.
Mais l'argent n'est jamais rentré dans notre pays. Jamais, jamais, jamais. Personne ne viendra vous dire qu'on a vendu tant de cargaisons que tel jour, le produit des cargaisons est rentré dans le trésor congolais. Ça n'existe pas. Mais cet argent reste où? Il est où? On sait. Mais il est placé dans les paradis fiscaux, dans des comptes des particuliers. Le trésor congolais n'a pas un compte à l'extérieur. Mais tous les grands pays qui nous entourent le savent. Les financiers comme moi le savent. Tout le monde le sait, le Parlement le sait. Le gouvernement le sait, la justice le sait. Et dernièrement, il y a eu un nouveau scandale là. Denis Sassou Nguesso prit la main dans le sac En Norvège, de la je crois. corruption aggravée. Il a perçu 25 millions de dollars de pots de vin pour accorder un crédit, En pour 2016. accorder plutôt un permis d'exploitation pétrolière aux Norvégiens. 2 personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été accusées d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et à sa famille. Le montant total des pots de vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore. Les procureurs norvégiens ont déclaré lundi que le principal pot de vin est lié au fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à Emla. Emla Africa Holding est une filiale à 100% du groupe norvégien Petronor EEP, coté à la bourse d'Oslo. Le cours de l'action Petronor a chuté de plus de 14% lundi avant de regagner un peu de terrain. Les 2 Norvégiens en cause dans cette affaire ont été arrêtés pour la première fois en 2021 avant d'être libérés après 2 semaines de détention au cours de l'enquête préliminaire. Tout le monde est informé. Après, on a vu Thierry Mungala, comme d'habitude, venir faire son théâtre, tout le monde voit. Mais la fois dernière, il avait d'ailleurs promis un procès contre Libération sur les révélations que Libération avait faites. Centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 dollars en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le journal annonce, Pauline, la publication demain du 2e volet de cette enquête sur, cette fois, les relations politiques et économiques françaises très haut placées de Lucien Ebata. Mais aujourd'hui, il revient sur la même... Et il dit que c'est une boule puante qui vise à gêner la campagne électorale de Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que la Norvège a à foutre avec la campagne de Denis Sassou Nguesso, entre nous soit dit? Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, je me pose la question, mais ces gens prennent des Congolais pour des idiots, et c'est pas normal. Il faut bien que les Congolais comprennent tout ça.
Vous comprenez pourquoi le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo, parle de la révolution du fleuve, parce que tout ce que vous décrivez, ça montre que ces gens ne peuvent pas quitter le pouvoir. S'il faut revenir quelques minutes sur les 25 millions perçus par Denis Sassou Nguesso en 2016 pour accorder les contrats pétroliers à une société de la Norvège. Alors, il faut que les Congolais qui nous suivent comprennent une chose. En Europe occidentale, et notamment dans les pays européens, où il y a la démocratie, lorsque quelqu'un est poursuivi, il a un avocat. Donc, le procureur ne peut pas raconter n'importe quoi. Le juge, par exemple, le juge des libertés et de la détention, c'est lui qui décide si on met quelqu'un en détention provisoire. Donc, quand il a décidé que ces deux individus doivent aller en détention provisoire, le temps de claircir certains aspects, et si aujourd'hui, même si on dit ils sont en liberté conditionnelle, mais ils sont poursuivis, et la société norvégienne est poursuivie, ça veut dire que les faits sont établis. Il n'y a pas le moindre doute. Inutile de Non, mais c'est des faits, c'est avéré. Moi, c'est avéré, c'est établi. J'ai ça pris ne sert à connaissance rien du dossier, c'est avéré. Tout ce que Thierry Mongalet est en train de faire là, c'est du théâtre. Sinon, le juge déclare un non-lieu. Sinon, le juge déclare un non-lieu. C'est des gens qui sont dans les réseaux du pétrole, donc c'est des gens qui ont les moyens, c'est des gens qui sont puissants. Et ils se payent des avocats redoutables. Si ils sont en détention provisoire, même si on les libère sous caution, peu importe, et qu'on vous dit à la fin que la procureure poursuit, il y aura un procès, ça veut dire que les faits sont établis. Donc, Thierry Mongala, inutile de gesticuler. Et en plus, il y a une chose, c'est que si c'est une dénonciation calomnieuse, il dit c'est parce que les élections approchent, c'est pour ternir un candidat. Mais au profit de quel candidat? Quel est le candidat qui serait apprécié par la Norvège au Congo pour dire qu'on fait ça pour favoriser tel autre candidat? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour de tels faits, la contre-attaque, c'est porter plainte en diffamation. Donc, tant que les Congolais doivent comprendre, vous qui nous suivez, tant que la famille Sassou ne porte jamais plainte en diffamation, c'est parce qu'ils le reconnaissent. Et d'ailleurs, pire encore, Christelle l'a déjà fait, Claudia l'a déjà fait, Sassou lui-même avec Omar Bongo, ils l'ont fait. Ils ont porté plainte contre les presses et autres. La veille du procès, ils ont retiré leur plainte. C'est ce qu'ils font souvent. Ils ne le font plus parce qu'on a compris. Pour distraire les naïfs qui croient encore voilà, pour à ces distraire les naïfs, avant, ils portaient plainte et puis la veille, ils retiraient la plainte. Maintenant, ils ne le font plus parce qu'on a compris que c'est un jeu. C'est un jeu. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, M. Perrin, il y a une chose que je n'ai pas vu pointer pendant cette médiocrité de 30 jours pour convaincre. Et il faut faire très attention. Vu la misère des 30 jours de médiocrité. 30 jours de médiocrité. Et d'humiliation, oui. En fait, ce qui est dangereux pour nous, et c'est ça qui est énervant, c'est de voir les hommes politiques, les ministres congolais, le président, le premier ministre, des gens heureux de l'être, souriants, face à des populations en très grande misère. Vous l'avez dit au début de cette émission. Il trouve, quand Sassou fait son coup d'État, il trouve un pays en voie d'eux. Il vient le plonger dans la pauvreté, il acclame. Voilà. C'est lui qui plonge le pays dans le cercle peu glorieux que je cite souvent, pays pauvres très endettés. Et ils sont heureux. Mais depuis quand un père de famille, une mère de famille, qui sait que ses enfants n'ont pas de quoi manger, les enfants n'ont pas de quoi se soigner, les enfants n'ont rien pour aller à l'école, les enfants ne participent pas à la vie culturelle comme les autres enfants, il est heureux. Vous avez trouvé ça où? Mais c'est des malades mentaux. Un père de famille sérieux, mais Sassou doit avoir toujours un visage grave jusqu'à ce que le dernier Congolais sortira de la pauvreté. Colline Makosso doit avoir un visage grave tant qu'on n'aura pas les hôpitaux qu'il faut, tant que les gens n'auront pas à manger. Moi, ce que je crains, regardez encore les images de ces gens-là. Ils sont tout le temps heureux, ils dansent, ils distribuent de l'argent, alors que 80% de la population congolaise, les gens vivent dans la misère la plus totale. Malheureusement... Juste une chose, Jean-Bruno Itoa, il est ministre du pétrole. Il a parlé de la raffinerie que les Russes vont construire. Il vous a dit combien d'emplois ça va créer? Combien d'emplois directs? Il ne sait pas. Mais parce qu'il sait que ça ne se fera pas. Combien d'emplois indirects?
comment cette raffinerie va driver des petites et moyennes entreprises? Eh bien, Ingani vous dit, on leur apprend à faire des maléwas. Mais ces femmes-là, elles ne peuvent pas être formées dans les écoles polytechniques pour être des ingénieurs dans cette raffinerie. On est en train de construire une raffinerie. La raffinerie va être prête dans 5 ans. Dans 5 ans, on est en train de former qui? Non, mais c'est une raffinerie qu'ils ont commencé à construire depuis 2021. On est en train de former pour cette raffinerie. Combien d'emplois? On ne sait pas. Donc, il a un discours de l'homme de la rue. Il n'a pas un discours d'un ministre qui vient vous rassurer en disant voilà à quel niveau on va baisser le taux de chômage. Voilà combien de jeunes vont trouver de l'emploi. Son collègue de la formation professionnelle, quand il vient à cette émission, le ministre de la formation professionnelle, il ne fait même pas le lien avec la raffinerie en construction, en disant que vu qu'on va construire une raffinerie, vu qu'on va avoir les emplois verts, nous, au niveau de la formation professionnelle, voilà les départements qu'on est en train de développer, voilà l'enseignement qu'on est en train de développer, de sorte que dans 5 ans, ces enfants-là iront travailler dans la raffinerie. Chacun, il raconte sa petite vie, sa petite idiotie, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils font honte aux gens. Mais où est-ce qu'on est allé les trouver? Non, mais quand ils sortent de là, après, ils vont demander à leurs collègues, est-ce que ça a été là? Ça a été là? C'est un peu la rhétorique. Ils ne peuvent pas demander ça. On les connaît, mais bon. Moi, personnellement, un membre de ma famille qui fait une telle prestation, je le lui dis. J'ai dit, excuse-moi, tu es ministre, mais tu es médiocre. Bon, après, il faut comprendre que Denis Sassou Nguesso aime travailler avec des gens comme ça, en fait, qui... Quelqu'un disait, lorsque vous arrivez dans ce cercle-là, vous venez avec votre cerveau et quand vous sortez avec leur cerveau et c'est clair. Alors donc le bilan, puisque nous en parlons, le bilan de Denis Sassou Nguesso, c'est aussi les grèves interminables et préoccupantes des hôpitaux au Congo, malgré les avertissements, l'alerte bien sûr des ONG locales. Je vous propose de suivre un reportage à ce sujet. On revient sur le plateau Suez. Les grèves répétées dans les hôpitaux publics de Brazzaville inquiètent de plus en plus la population qui éprouve des difficultés à accéder aux services de santé à moindre coût, surtout pour les cas graves nécessitant des spécialités médicales. Les acteurs de la société civile considèrent que les droits des patients à la santé et aux soins sont bafoués et appellent au respect des droits salariaux des travailleurs de la santé. Aujourd'hui, les familles ont du mal à accéder aux soins de santé. Quand il y a grève, ce sont des patients qui subissent parce que les familles congolaises, en grande majorité, ce sont des familles pauvres. Donc, aller dans des structures privées, ça demande énormément de moyens et il y a des familles qui ne peuvent pas se le permettre. À l'heure où je vous parle, nous sommes en contact avec certains malades qui, aujourd'hui, n'ont pas d'assistance. Le droit à la vie est bafoué au Congo parce que les solutions ne sont pas trouvées. Le CHU et d'autres centres, aussi bien à Pointe-Noire, ont ce fameux problème où les travailleurs dénoncent les conditions de travail, dénoncent les conditions de rémunération, et cela n'est pas trouvé. Alors, à quoi servent les dirigeants publics si ce n'est à résoudre les problèmes de la société? L'université Marien-Ngouabi est également touchée par la grève depuis le 17 novembre. Les acteurs de la société civile sollicitent l'intervention des pouvoirs publics pour résoudre cette situation. Voilà, après ce reportage, un deuxième reportage, et puis nous reviendrons pour commenter ces reportages, c'est du côté de la jeunesse, les jeunes travailleurs de la société Averda. Tout le monde sait ce qui s'était passé. Averda a fermé, une autre compagnie est arrivée, c'est Al Barak qu'on appelait ça. Oui, une compagnie turque. Voilà, une compagnie turque une société turque. Averda. Et bien curieusement, ces jeunes n'ont toujours pas encore perçu leurs droits et donc ils ont fait le pied de grue, comme qui dirait, dans l'attente incessante bien sûr au ministère des Finances pour le paiement de leurs droits. On va suivre et on revient sur plateau. La grève est un droit. Rassemblement populaire aux premières heures de la matinée devant le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Les agents de l'ex-société de ramassage d'ordures Averda sont là et ne comptent pas bouger pour revendiquer le paiement de 2 mois de salaire et leurs droits. Certains viennent de l'intérieur du pays et d'autres de Pointe-Noire, motivés par des rumeurs. Dans la foulée, ils sont optimistes. J'ai fait un voyage, je m'attends à cette somme d'argent qui m'attend quand même.
parce que c'est mon argent à moi-même que j'ai pu travailler. Voilà pourquoi je suis arrivé ici. J'ai payé le transport de Inda jusqu'à Brazzaville pour venir peut-être chercher mon argent. Parmi eux, des chefs de famille qui sont prêts à passer la nuit devant le ministère dans l'espoir de recevoir gain de cause. Nous sommes prêts, tel que moi je suis prêt à passer la nuit ici. Tant que l'État ne va pas nous payer de l'argent, je vais même passer la nuit ici. Parce que j'ai laissé ma famille, j'ai quitté la maison depuis 5 h du matin. Je vis à Manyanga. De Manyanga jusqu'ici, j'ai payé pour... j'ai dépensé beaucoup d'argent. Une autre question se pose. Le gouvernement congolais avait-il tenu tous ses engagements financiers vis-à-vis d'Averda, tels que libellés dans les clauses entre les deux parties? Voilà, Didier Bounivolo, une fois qu'on a suivi ces deux reportages, il y en aura un troisième tout à l'heure. Mais alors, quel est finalement le bilan défendu par le PCT à travers ce programme où ils ont dit en toute transparence 30 jours pour convaincre qui concrètement, sinon 30 jours pour distraire, comme a dit quelqu'un d'autre? Quel est le bilan qu'ils sont en train de défendre dans un contexte comme... Là encore, nous parlons de ces jeunes qui attendent toujours le paiement de leurs droits, nous parlons des hôpitaux. Nous sommes quand même là dans le domaine de la santé. La santé des Congolais est menacée depuis des mois. Des malades ou des patients refoulés, voilà. Des grands hôpitaux, presque tous les hôpitaux. Depuis des mois. L'université, pareil, nous n'avons pas parlé des mairies, les mairies sont encore en grève. Les retraités. Et voilà le contexte dans lequel on est en train de dire aux Congolais, non, allons-y, avançons avec ce monsieur-là. Oui, Oboa a dit, marchons seulement. Pour faire quoi concrètement? Achever les Congolais? Vous savez, M. Perrin, que les Congolais ne se trompent pas. Ils ne sont pas venus vous présenter un bilan. Ils ne sont pas venus vous présenter un bilan. Parce que le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est déjà de dire, voilà ce qu'on avait prévu. En fait, pour vous dire qu'on vient présenter le bilan, il faut déjà qu'il parte du projet de société de Denis Sassou Nguesso en 2021. Ma capacité qu'un abet. Samnaïki, betoke importé ba oignon. Est-ce qu'il a raison à Yao? Est-ce qu'il a raison qu'elle? Samedi qui veut que importer haricots. Est-ce qu'il a raison qu'elle? Est-ce que Bethlehem a importé banane? Vous me couvez. Est-ce que Bethlehem a importé banane? Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Ah. Ce qu'ils sont en train de faire en termes managériels, on n'appelle pas ça un bilan. Ils viennent vous raconter leur quotidien de travail qui est médiocre. Ils viennent juste vous expliquer que voilà mon quotidien. Prenez Bruno Itoa, prenez Ingani, prenez tous. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est de dire qu'à telle date, nous avons prévu ça. Voilà ce que nous devions faire, de quelle façon, et voilà le résultat. C'est d'abord ça, le résultat. Ah, et on essaye de regarder entre le prévisionnel et le réalisé et le résultat, quels sont les écarts? Est-ce que nous avons atteint les objectifs qu'on s'était fixés? Si oui, eh ben, est-ce que pour le prochain mandat, nous allons poursuivre sur la même lancée ou faire mieux? Ou on n'a pas réussi, mais l'écart est de 0 à 10. L'écart est de combien? De 0,5, de 1, de 8, de 10. Et prochainement, comment nous allons réduire l'écart pour faire mieux? C'est ce qu'on appelle un bilan. Or, eux, quand ils arrivent, ils ne font pas des bilans. Je vous donne quelques exemples de bilans qu'ils auraient pu faire. Sassou a promis qu'on ne va plus importer le manioc, le safou, le ebembadoula. Ça, il avait promis qu'on ne va plus. Sassou avait promis au milieu de son mandat, il avait promis les emplois jeunes, l'année de la jeunesse. C'est ça, faites le bilan de l'année de la jeunesse. Le FIGA, il y a des sous qu'on a décaissés pour le FIGA. Donc, on peut faire le bilan. Pourquoi ça a échoué? Et comment? Et ça, ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus raconter leur médiocrité. Et vous avez rappelé les grèves. Mais qu'est-ce qui se passe? Le bilan,
c'est aussi, lorsqu'on a fermé Averda, on a retiré à Averda sa licence qu'on a donnée à une entreprise turque avec la promesse faite aux salariés d'Averda que c'est vous qu'on va reprendre dans la société turque et la société turque récupère le matériel d'Averda, accepte d'éponger les salaires. Maintenant, faisons le bilan de ça. Et puis, on a vu le petit spectacle qui a duré au moins une semaine où cette société ramassait les ordures à Brazzaville et à Pointe-Noire. Voilà. Et ça, moi, je vous avais dit que ça va s'arrêter parce qu'ils ne respectent pas les règles de gestion d'entreprise. Donc, vous avez aujourd'hui ces pauvres agents d'Averda qui viennent réclamer leur dû, salaire non versé, et puis surtout de la clarté pourquoi cette société turque a échoué. On n'est pas en train seulement de blâmer quelqu'un, M. Perrin. Il s'agit quand même de l'avenir de notre pays. Mais à un moment donné, expliquez à quelles difficultés vous faites face et quelles sont les solutions que vous avez. Donc, le CRC a déjà dit une chose. Avec ces gens-là, n'attendez rien, vous perdez votre temps. N'attendez rien. La seule chose qui puisse sauver les Congolais, c'est cette révolution du fleuve. Quand on dit la révolution, on n'est pas en train de menacer quelqu'un. Regardez ce qui se passe à Minneapolis. Aux États-Unis, Trump est en train de reculer. Mais quand le pouvoir devient de plus en plus tyrannique, le peuple doit réagir. Aujourd'hui, vous allez compter sur qui? Quel est l'opposant qui porte la souffrance des Congolais? Il n'y en a pas. Quel est l'opposant qui porte les revendications des Congolais? Quel est l'opposant qui dit « je vais me battre avec Sassou pendant les votes parce que voilà comment je vais changer la vie des Congolais ». Il n'y en a pas. On pouvait compter sur des grands partis de l'opposition comme l'UPADS et Yuki. Ils ont taillé la zone. Ils ont fui. Ils ont vraiment taillé la zone. Tout à l'heure, on viendra sur l'UPADS. Mais il y a un autre reportage que j'aimerais bien vous proposer. C'est sur les érosions. En fait, question de vous dire que plus rien ne va au Congo. Plus rien, aucun secteur ne marche au Congo. Après, il faut qu'on vienne nous dire ici le contraire. Nous voulons les débats contradictoires. Nous vous avons dit, le plateau il est libre, vous pouvez venir, nous avons des spécialistes, des intervenants qui viennent ici, qui peuvent vous affronter et ça sera libre. Voilà, venez pour les débats contradictoires au lieu de continuer à distraire les Congolais avec vos 30 jours pour énerver les Congolais. Et certains Congolais, d'autres m'ont appelé pour me dire, mais quand je suis ce programme, à la rigueur, je n'ai plus sommeil. Ça m'énerve au point où... Je dis, mais il ne faut plus suivre, il faut fermer, il faut arrêter le poste. Mais on est Congolais, on est obligé de suivre. Mais oui, puisque c'est la chaîne, voilà, la télévision nationale, publique, qu'il faut dire comme ça, voilà, qui n'a plus de public que le nom. Et on va donc suivre ce reportage et Orgia sur le plateau. Ils sont au courant de ça, ils ne font rien. Cette dalle et ce poteau suspendu d'un immeuble R+1 figurent parmi les dégâts causés par l'érosion qui progresse à grande vitesse dans le quartier Mayanga à Madibou, dans le 8e arrondissement de la capitale congolaise. Ce ravin, qui a déjà atteint la chaussée de cette voie principale, menace la circulation et les habitations riveraines. Sur place, après la pluie qui s'est abattue dans la journée du 29 janvier, certains jeunes ont tenté d'évacuer les eaux pluvieuses afin d'éviter un éboulement de la voie. C'est ici qu'il y a eu une petite érosion. Mais si on ne canalise pas cette eau-là, eh bien, nous aurons des éboulements de terrain. Donc nous demandons aux autorités de penser à ça. Ça a déjà atteint le goudron. Si nous partons, nous sommes dans la petite saison sèche là. D'ici peu, c'est la grande saison de pluie. Qu'est-ce qu'on aura fait pour cette route-là? Pour empêcher les eaux de pluie d'aggraver l'érosion, un canal de fortune a été mis en place. Une solution jugée toutefois insuffisante pour plusieurs habitants. Ça ne peut rien faire. Franchement, ce n'est pas une solution. On attend qu'on vienne arranger correctement. Pour le moment, on assiste. On ne cherche pas une solution. On attend que ça coupe la route pour qu'on cherche une solution. L'avancée de l'érosion au niveau de la chaussée inquiète les usagers de la route ainsi que les élèves qui empruntent quotidiennement ce taxe. Nous, les écoliers, par exemple, on a peur de passer là même parce qu'on ne sait jamais quand ça va encore tomber encore à l'intérieur là. Donc, on est obligé de partir encore contourner là-bas. Comme ça, c'est pas bien. Vaut mieux qu'on arrange ça. On ne sait jamais quel jour ça peut tomber. Tout ça, ça fait peur. Les gens les laissent à côté parce qu'on ne peut pas trop forcer. Donc au moins quelques centimètres, et bientôt ça va couper la route. Et les autorités puissent au moins regarder de ce côté pour au moins faire quelque chose.
Voilà, des populations qui se plaignent, les érosions, nous savons qu'à un moment donné, je crois Anatole Kouliné-Makosso disait qu'ils avaient une enveloppe Oui, oui, je me souviens de ça. pour traiter les Pour érosions. Mais lutter jusqu'à contre les maintenant, là, nous érosions. sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle, rien n'est fait. Et là aussi, ils peuvent faire le bilan. Ils Où peuvent est faire le passé bilan. cet argent-là? Et ils n'en parlent pas. Le problème, c'est ça, en fait. Les vrais problèmes qui concernent les Congolais, ça, on n'aborde pas. On Non. vient vous faire du théâtre, on vous parle des choses. Ils viennent raconter leur vie, ils racontent leur quotidien, exactement le quotidien qu'ils passent peut-être avec leurs amis autour de la bière. Et ça, ce n'est pas le niveau de l'État. Au niveau de l'État, on ne peut pas parler comme ça. Quand un ministre parle, il le rassure. Peu importe. Regardez ce que a dit Émile Ouesso, c'est ça? Émile Ouesso, oui, oui. Quand vous prenez ce que dit Émile Ouesso, il dit quoi par rapport à l'eau? Il dit l'eau qui quitte l'usine est propre, mais c'est en chemin que l'eau ramasse les déchets. Mais, oh Seigneur. Et il vous dit ça, à la fin, il est à la ne télé. vous dit, non, non, et il vous dit que les installations datent de 1951, peut-être qu'il faut penser un jour à les changer. Mais qui va les changer si ce n'est pas lui? C'est lui le ministre. Non, mais en fait, c'est comme si un salarié de la régie des eaux est en train d'expliquer à sa femme ou à sa copine ou à ses parents, ah, mais tu sais, nous, là où on travaille, je pense que les tuyaux ne sont plus bons. Il faut que le Alors, ministre... c'est lui qui a tous les moyens. Mais en plus, ces gens, quand ils parlent, ils ont tendance à nous faire croire qu'ils sont aux manettes du pouvoir il y a à peine 2 ans, 3 ans. Mais ils ne se rendent même pas compte que ce sont eux qui doivent décider pour que les choses changent. Mais ils sont là depuis des décennies. 4 décennies, c'est beaucoup. Tout ce que les Congolais vivent aujourd'hui, là, c'est eux les responsables, en fait, de tout ça. Et vous entendez... Ils veulent vous faire croire que non, ils ne sont pas responsables. Donc, pourquoi l'électricité... C'est lui ou Adunganda qui dit le Congo produit suffisamment de l'électricité pour tout le monde, mais le problème, c'est que l'électricité est bloquée à Minduli ou à Madingo. Mais qui a bloqué ça? Non, mais c'est pas possible. L'électricité, donc les ninjas ont bloqué l'électricité. Monsieur Perrin, ils veulent que l'électricité arrive. Et quand il dit ça, quelle est la mine qu'il affiche là? Il est sérieux là? Il est content. L'électricité, le plus simple, les poteaux électriques peuvent suivre le chemin de fer, puisque on peut partout dans le monde, le réseau électrique suit le chemin de fer ou les grandes artères. Nous avons les véhicules se déplacent entre Brazzaville et Pointe-Noire. Et donc, à 50 mètres de cette route-là, on peut faire passer les fils électriques. On n'a pas besoin d'aller traverser les montagnes ou les cours. Puisque vous avez une route, donc le long de cette route-là, on peut faire arriver l'électricité à Pointe-Noire ou à Brazzaville, ou le long du chemin de fer. Non, mais le problème, Didier Moini-Volo, il faut qu'on soit franc avec ces gens-là. Ils n'ont pas la volonté de faire quoi que ce soit. Mais donc, il faut les chasser du pouvoir. C'est une stratégie politique de maintenir la population congolaise dans la précarité, dans la pauvreté. Et c'est connu de tout le monde, c'est Machiavel. Il faut assujettir la population pour mieux la dominer, c'est ce qu'ils font. Ce n'est pas l'argent qui manque, ce ne sont pas des intelligences qui manquent. Le Congo a des compétences, le Congo a l'argent, a tout ce qu'il faut. Tassou le sait. Ce qui manque, c'est l'amour, parce que c'est des narcissiques. Ce qu'ils font là, c'est une stratégie politique. Et les Congolais devraient comprendre ça. Il faut que les Congolais comprennent que ce pouvoir est un pouvoir narcissique. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent que s'enrichir. Ils ne feront rien aussi. Ils ne feront rien. Et ils mettent les Congolais au défi de dire, si vous ne nous supportez plus, chassez-nous. Eh bien, n'ayez pas peur de leurs armes. N'ayez pas peur. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Parce mais que, de toute façon, Denis Sassou Nguesso est dans la logique, la violence. Il sait qu'il a pris le pouvoir par la force. Et son entourage le dit, pour ceux qui l'ont déjà entendu, qu'il a pris le pouvoir par la force, par coup d'État. Ceux qui veulent me remplacer doivent eux aussi faire la même chose. Les gens le savent, c'est un secret de polichinelle. Et moi, quand j'entends les gens, oui, opposition, élection, oui, tout ça c'est bien. Mais comment vous allez, comme qui dirait, sur l'aire de jeu, nous sommes là dans un stade de football, non, vous êtes sur l'aire de jeu, les autres jouent avec le football, avec les pieds, eux ils jouent avec les mains, et vous continuez avec les gens comme ça. Vous allez jouer
Ça, c'est quel match que vous allez jouer, en fait? Eux, ils ont d'autres idées dans la tête. La preuve, regardez ce qu'ils ont fait du Congo. Tout le monde est en train de voir. Ils ont ruiné le Congo. Les faits sont là. Les gens vivent les faits. Mais vous les voyez souriants, comme vous l'avez dit tout à l'heure. À la télé, ils viennent, ils sourient, ils viennent vous narguer. Mais c'est la preuve qu'ils ne comptent pas sur vous. Ils savent qu'ils ont pris le pouvoir par la force. Vous n'avez pas. De toute façon, ils n'ont pas de compte à rendre aux Congolais. Celui qui a même eu les 30 jours là, je ne sais pas où il a eu cette idée, mais Sassou n'a pas besoin de rendre compte aux Congolais. Non, mais en réalité, il faut dire que ces 30 jours s'adressent aussi à la communauté internationale, parce que Sassou s'adresse plus à la communauté internationale qu'aux Congolais. Ce qui fait qu'il fait un simulacre de débat pour dire que voilà, il y a eu des débats. Mais je voudrais dire une chose aux Congolais. On apprend que le Congo a gagné un procès contre une société minière qui exploitait les mines de fer à la frontière entre le Congo et le Cameroun. Et que le Congo a gagné, et donc les pénalités, donc les frais d'avocat et autres du Congo, c'est cette société qui va rembourser. Mais pour moi, je suis honnête, hein, ça a été une découverte d'apprendre ça. Mais il fallait regarder. Ces mines de fer, ça a créé combien d'emplois dans cette localité? Combien d'hôpitaux dans cette localité? Combien d'écoles? Est-ce que les populations dans cette localité du Nord, à la frontière entre le Congo et le Cameroun, est-ce que les populations vivent bien? Et personne n'en parle. Donc, dans nos coins les plus reculés, demain vous arrivez président, vous allez découvrir, c'est au Ghana, je crois, c'est au Ghana ou je ne sais plus dans quel pays, où on informe le ministre des Mines et il arrive, il trouve une société chinoise qui est en train d'exploiter. Il dit, mais moi, je ne suis même pas au courant de l'existence de cette société. Et c'est une information RFI. C'est une information RFI que le Congo vient de remporter un procès face à une société minière et que la justice internationale demande à cette société de rembourser au Congo les frais d'avocat et autres qui s'élèvent à 5 millions de dollars. C'est-à-dire que là, on va récupérer... Pardon? Je veux bien, Didier Mwinivolo, tout ce que vous êtes en train de dire là, tout le monde, oui, le Congo a beau, même si on le disait demain matin, là, le Congo a trouvé un autre gisement de pétrole, je sais pas, de 4 milliards de barils par jour, ça ne servira pas aux Congolais parce que Sassou Nguesso est là pour autre chose, pour servir les intérêts étrangers, c'est ça. C'est pour cela qu'il faut le chasser. Les Congolais sont sots. C'est-à-dire, on a beau présenter, regardez, ils sont allés prendre de l'argent, ils ont émis des eurobonds, ils ont pris l'argent, ils ont dit qu'ils vont payer la dette, je ne sais pas moi, le cas intérieur, et donc les hommes d'affaires et autres. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné leurs gares que eux ont créés. Ils ont payé leurs gares. C'est toujours ça, voilà. Alors, les affinités bizarres. Et les autres attendent, donc ils ne savent même pas sur quelle base on a sélectionné ceux qui ont été payés. On va suivre ce reportage et on revient sur le plateau. Vous allez continuer. Les chefs d'entreprise issus de l'intersyndicale des opérateurs économiques sont montés au créneau suite au non-paiement de leurs créances 2024 et 2025. Des situations pourtant acquises, mais qui restent sans solution à cause de ce qu'ils qualifient d'attitude sélective de la tutelle. Il s'avère que quand ils ont publié les créances de la CCA, ils ont sélectionné par rapport à leur affinité. Par rapport à cela, nous avons sollicité des audiences auprès du ministre des Finances. Pas de réponse. Nous avons sollicité des audiences auprès de la primature, auprès de la commission économique de l'Assemblée nationale, la commission économique du Sénat. Nous travaillons avec l'État. C'est notre partenaire. Comment il se fait que pour commencer à payer, il faut sélectionner, il faut trier. Ces entrepreneurs qui croupissent sous le poids des engagements de leurs employés et certaines banques appellent au paiement de leurs créances pour des services réalisés au bénéfice des administrations publiques. Nous condamnons la sélection des paiements au niveau de CCA parce que l'ensemble des opérateurs économiques emploient beaucoup de gens. Il faut que le secteur économique accompagne la République et on a besoin du retour d'investissement. Nous interpellons donc le gouvernement à faire un effort avant le 31 janvier de payer les créances qui sont au trésor, de payer les ordres de virement qu'ils avaient déjà élaborés, montés, de 2024. Ils appellent en conséquence au respect du décret présidentiel concernant le paiement de la dette intérieure. Nous rendons compte que le décret présidentiel n'est pas respecté parce que le décret qui permet à épurer la dette intérieure commerciale
n'est pas prise en compte par rapport au paiement qui vient de se passer. Voilà, donc on a sélectionné quelque part dans une chambre, je ne sais de quelqu'un, a décidé, a fait une liste, il a payé ses gares à lui, des gens avec qui certainement, voilà, il y a toujours des arrangements, des rétrocommissions, et voilà, la grande partie reste là, en train d'attendre, des hommes d'affaires. On appelle ça les rétrocommissions. Oui, En fait, qu'est-ce qui se passe? La dette intérieure, ce n'est pas seulement les opérateurs économiques. Les retards de salaire, c'est une dette intérieure. Les retards de pension, c'est une dette intérieure. Oui, et puisque vous parlez de pension, pardon de vous arrêter comme ça, même sur les pensions. On va suivre un autre reportage tout à l'heure. C'est grave ce qui se passe au Congo. Le retraité dit, depuis 20 ans, il attend son argent de la retraite. 20 ans. Et lorsqu'il arrive là-bas, vous savez ce qu'on lui dit? Si tu veux qu'on traite ton dossier à toi, tu dois reverser une commission. Je suis de l'année 2006. Cela fait 20 ans que Jean Bosco Pankima a fait valoir ses droits à la retraite. Cependant, l'État congolais doit encore à cet ancien fonctionnaire plus de 20 millions de francs CFA en pension à la Caisse congolaise d'amortissement. Des listes ont été affichées concernant certaines dettes liées aux pensions de retraite. Mais Jean Bosco n'a pas vu son nom sur ces listes. Sur des milliers de retraités, ils n'ont affiché que 509 noms. Pourquoi cette sélection? Ce retraité dénonce certains comportements au sein de cette administration publique. Un agent lui aurait demandé 40% de son dû pour faciliter le traitement de son dossier. J'ai 23 millions, il m'a appelé. Si tu veux me donner les 40%, on te paye. Donc moi, je vais céder 8 millions à un monsieur comme ça. Mon Dieu, mais on est où là? Un retraité, voilà, Didi Mounivolo, là où nous sommes arrivés. C'est ça le Congo, le vrai Congo en fait, la réalité du Congo. Même lorsqu'on communique à l'extérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, puisque c'est ça un peu la stratégie de Sassou Nguesso, c'est de parler à ses soutiens, à ses partenaires, envoyer les messages. Mais nous sommes dans un monde interconnecté, ces partenaires savent ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, vous faites quelque chose en Chine, la seconde qui suit là, aux États-Unis, on sait ce qui s'est fait. Au Congo, en France, on sait ce qui s'est fait. Là où les Congolais doivent faire attention, et je crois que c'est sur votre chaîne, j'en parlais, spin dictator. C'est ça, en fait, on est en plein là-dedans. Je vous donne un exemple très simple. Donald Trump dégage Maduro. On pensait qu'il va donner le pouvoir à l'opposante prix Nobel de la paix. On pensait qu'il va libérer les gens. On pensait qu'on va refaire la démocratie. Mais au final, Trump et son équipe se rendent compte que non. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On garde la dictature chaviste. Donc, c'est la vice-présidente qui récupère l'affaire, mais en lui disant, bon, un peu souple. Mais vous savez, les gens ont demandé à Donald Trump qu'on refasse les élections. Il s'est opposé. Hein. Donald Trump a refusé qu'on refasse les élections au Venezuela. Les Vénézuéliens de l'étranger qui pensaient qu'ils vont rentrer maintenant au Venezuela, jusqu'aujourd'hui, ils attendent et ça fait plus d'un mois. Et Donald Trump ne veut plus rien entendre de tout ça. Il a promis aux Iraniens de venir à leur aide. Non, manifestez-vous, on va vous aider. Les voilà qu'on a pris sauf dans la nasse. Sauf que les derniers discours de Donald Trump, il veut négocier des business de l'uranium avec l'Iran. Il ne parle même plus de manifestants. Alors même que tout le monde dit qu'il y a eu des milliers de morts, lui, il dit non, c'est faux. Quand je leur ai dit d'arrêter, ils ont arrêté. Vous voyez, donc, la dictature aujourd'hui s'accommode aussi avec le monde, le système international, qui fait que ces dictateurs comme Denis Sassou Nguesso ont de relais sur le plan international qui légitiment et d'abord qui ne vous donnent même pas accès à la presse internationale. On voit bien le combat que mènent beaucoup de Congolais, beaucoup d'organismes congolais, y compris le Congrès pour la Renaissance du Congo, où on a du mal à parler des situations du Congo. Il faut courir après la presse internationale, mais parce que Sassou Nguesso a une stratégie de corrompre tout le monde. Et face à ça veut dire que seul le peuple congolais pourra, évidemment, seul le peuple congolais. Il n'y a que le peuple congolais qui doit se soulever parce que notre salut. Sur votre chaîne, on a assez démontré. Ils vous disent qu'il y a des bons hôpitaux, mais Ayessa est où pour ses soins?
Et tous les responsables congolais de Brazzaville meurent où? Ils meurent en France. Antoinette elle-même, quand elle fuit Paris, c'est parce qu'elle a compris qu'on veut peut-être la mettre en détention provisoire ou en garde à vue. Et donc, elle a été exfiltrée. Parce qu'ils ont des réseaux, les réseaux qui leur disent, là, tu décolles. Si tu ne décolles pas, demain matin, tu seras face à un juge français. Je pense que les 30 jours de médiocrité pour raconter les anecdotes, il faut que les Congolais comprennent par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. En fait, vous n'avez pas en face de vous des ministres. Vous avez en face de vous des aventuriers, des arrivistes, et donc ils viennent vous narguer. Donc la façon dont ils parlent, ils ne vous rassurent pas qu'ils maîtrisent. Moi, j'ai vu pour Bruno Itoa, il y a un qui a écrit « Ah oui, on sent au moins que Bruno Itoa maîtrise les dossiers. » Mais ce n'est pas ça, maîtriser un dossier. Oui, on sait qu'il connaît le dossier, il connaît le fonctionnement, mais il n'a aucune maîtrise. Quand il n'est pas capable d'imposer aux entreprises de livrer au Congo sa part de production du pétrole, lui-même, il dit qu'ils sont en difficulté par rapport à ça et ils n'ont pas des garanties qu'ils peuvent donner. Mais pendant ce temps, ils vendent des cargaisons fantômes, on sait. Comment est-ce qu'ils vendent le pétrole? En réalité, ce brut-là qu'ils vendent là, ça vient d'où? Des cargaisons qu'ils vendent. Que les Congolais se rassurent. Total, Eni, Winhua, ils connaissent les tribunaux internationaux. Ils savent que si on ne donne pas au Congo sa part, le Congo nous attaque. Même si après Sassou, le Congo nous attaque, le Congo va gagner. Notre part est bien donnée. C'est nous-mêmes qui les vendons. Les 25 millions, par exemple, c'est une preuve que nous vendons notre pétrole de façon cachée au lieu de donner à la raffinerie. C'est faux quand Bruno Itoa dit qu'il ne reverse pas au Congo sa part. La part du Congo est reversée. Personne ne prendra le risque. Un exemple, vous savez pourquoi personne ne prendra le risque? Mais regardez au Venezuela, Trump réunit Chevron et les autres sociétés pétrolières. Qu'est-ce que ces sociétés ont dit à Trump? Nous n'irons pas, parce qu'après ce groupe-là, si nous on prend le pétrole en signant avec toi, mais le jour où le Venezuela nous attaque, le Venezuela n'aura pas du mal à gagner, parce que ce n'est pas avec toi qu'on doit signer pour le pétrole du Venezuela, c'est avec le gouvernement du Venezuela. Donc il faut que les contrats soient signés avec le groupe qui dirige le pays. Trump a refusé. Et ils ont dit, si c'est avec toi, on ne signe pas. Donc, Total, Eni, Winhua, c'est des grands groupes pétroliers qui ne prendront jamais le risque de ne pas... bourse, hein, ils peuvent pas bien sûr, ils ne peuvent pas prendre le risque de ne pas donner au Congo sa part. C'est le Congo lui-même qui prend sa part. Bruno Itoa est en train de mentir. Il figure sur la liste plutôt de ceux qui ont planqué les 5500 milliards de dollars. Il est à la tête du pétrole congolais. Oui, les révélations de Panama Papers. Il est sur la liste, Bruno Itoa. Révélation à la une du quotidien français Le Monde, avec moult détails à l'appui. Le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux. Le clan de Denis Sassou Nguesso éclaboussé par le scandale des Panama Papers. Le premier homme qui apparaît dans cette enquête, c'est Lucien Ebata, homme d'affaires à la tête d'Orion Group, société de trading pétrolier. Elle est établie en Suisse, immatriculée aux Seychelles par la firme Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, la firme au cœur du scandale des comptes offshore. Certains de mes clients pour l'Afrique me règlent cash, car les virements prennent du temps. Voilà ce qu'explique Lucien Ebata en octobre 2012 lors de son interpellation en France avec en poche 182 000 € en espèces. Parmi ses clients, la Société nationale des pétroles du Congo, dont le directeur général adjoint n'est autre que le fils cadet du président, Denis Christel Sassou Nguesso. Et lui aussi a fait appel à Mossack Fonseca pour créer une société domiciliée aux îles Vierges. Mais un proche du président tempère. Denis Sassou Nguesso n'est pas intéressé par l'argent et méprise les activités pétrolières douteuses menées par son entourage. Pourtant, l'un de ses plus proches conseillers est sur le banc des accusés dans ce scandale. Bruno Jean-Richard Itoa, directeur général de la Société nationale des pétroles, aux côtés du fils du président. Il a déjà été mêlé à de gros détournements de fonds via des sociétés fictives. Et l'argent du pétrole, tout le monde sait que c'est Denis Sassou Nguesso qui planque ça dans ses comptes privés à l'extérieur. Ça n'arrive pas au trésor. Même pas un rond. Bien dommage. On va terminer, Didier Mouini-Volo, nous sommes à la fin de cette émission, par évidemment ce volet un peu beaucoup
Le politique, c'est l'UPADS. L'UPADS, je rappelle, on en avait déjà parlé ici, dernièrement, lorsque vous étiez là. On parlait donc de la posture de Pascal Tati Mabiala. Et donc là, je ne sais pas si c'est à vous qu'il a tenté de répondre, peut-être qu'il vous avait suivi, mais là, donc, il venait de déclarer... Il venait de déclarer que l'UPADS ne fuit ni le débat démocratique, ni la compétition électorale. Mabamatatou, comme il appelle ça, donc l'UPADS, donnera les consignes de vote dans les jours à venir. Alors, quel type de consignes pourraient donc attendre les militants de l'UPADS? Il y en a encore qui croient à Pascal. Alors, moi, je ne sais pas à quelle consigne il peut donner. Si on est rationnel, parce que si on fait la politique, ça suppose qu'on est un peu intense. Mais d'abord, il dit il ne faut pas le débat démocratique. Est-ce que vous pouvez l'affronter? Ah, mais moi, si Tati Mabiala veut débattre avec moi, il n'y a pas de souci. Et donc, l'invitation est faite à Tati Mabiala qu'il vienne débattre. On peut débattre. Moi, je n'ai pas de sujet libre, là-dessus. Voilà, vous savez, Denis Assi, Monsieur Perrin, je pose un principe. Ou sur, pardon, je vais terminer, ou sur une autre chaîne, parce qu'après on va dire non, là-bas c'est R7, voilà, peut-être. Non, même sur un autre média, pourquoi pas Asiana TV, vous avez Afrique tout responsable congolais. Voilà. Moi, je suis congolais, je suis citoyen congolais, je suis né congolais. Tout citoyen, tout responsable politique, Denis Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, Colline Makosso, Isidore Vouba, Tati Mabiala, peu importe. Celui qui veut qu'on débatte sur la situation du Congo. Oui, pour l'instant, on parle d'abord de Tati Mabiala, parce que lui, il a dit, il ne fouille ni le débat démocratique, ni la compétition électorale. Donc, à lui, on peut déjà adresser l'invitation, voilà. Mais bien sûr. Après, s'il ne fuit pas le débat démocratique, mais vous avez dit dans cette émission, pourquoi Bruno Itoa ne débat pas avec Tati Mabiala? Idée contre idée. Proposition contre proposition. Pourquoi Tati Mabiala ne débat pas avec Sassou Nguesso? Pourquoi il débat au Parlement, pourquoi il ne relève pas toutes ces... Les Congolais ont pris l'habitude, et ça c'est grave, les Congolais ont pris l'habitude d'écouter 30 secondes ou 2 minutes d'un député qui parle au Parlement. Allez, on lui donne toute l'intelligence du monde. On se moque de qui? On est un pays de 342 000 km² de 6 millions d'habitants, et c'est une phrase de 2 minutes qui fait de cette personne-là. Mais combien sont-ils, monsieur Perrin, à l'UPADS, à Yuki, dans les partis au PCT, qui prennent le temps de venir débattre avec des arguments solides, où les Congolais se disent, ah tiens, là on pense que si on confie le pouvoir à cette femme ou à cet homme, il sait au moins là où il nous mène. Mais ils ne savent pas là où ils nous mènent. Qui sait là où il faut nous mener? Ils ont eu la chance de leur vie de faire main basse. C'est des gangsters. C'est pour ça que j'appelle ça, je les appelle les gangsters. Ils ont eu la chance de faire main basse sur le pouvoir au Congo. Et puis, ils sont en train de jouir des richesses du Congo en laissant le peuple dans la misère la plus totale. Vous imaginez quelqu'un à lui tout seul qui prend 25 millions de dollars? 25 millions de dollars? 15 milliards de francs CFA. Pendant que les retraités sont en train de croupir dans la misère. Prenez des choses simples. Les fonctionnaires n'ont rien. Ils sont 25 millions de dollars. 15, vous dites c'est 15 milliards de dollars. Et 15 milliards de francs CFA, oui. 15 milliards plutôt de francs CFA, ajoutez à cela les 14 000 milliards de francs CFA, et nous, on est dans cette misère-là. Et on veut nous faire croire que ces gens-là savent où ils veulent emmener le Congo. Mais regardez, j'ai dit sur votre chaîne, j'ai donné des éléments, j'ai lu les commentaires de mon dernier passage. Nous avons Ingani qui parle de filles, pour revenir là-dessus. Nous avons nos enfants, nos filles, nos nièces, nos cousines, qui fuient les cours une fois par mois à cause de leur période de menstruation. Donc, une politique en faveur de la femme, c'est une politique qui peut prendre en charge les besoins physiologiques de ces élèves-là avec des infirmières scolaires, avec une pharmacie dans chaque école, primaire, collège, lycée, université. Quant au président, aujourd'hui, hier, premier secrétaire, mais aujourd'hui, président de l'UPADS, vous ne pouvez pas donner une consigne de vote pour une élection où vous-même vous dites « je n'irai pas parce que l'élection est mauvaise ». Donc, les Congolais à qui vous allez donner des consignes de vote, c'est qui pour vous? Des imbéciles. Ce sont des imbéciles. Donc, Tati Mabiala prend les Congolais pour des imbéciles. Parce qu'il démontre que ce vote ne l'intéresse pas,
pas que lui, c'est-à-dire ce vote n'intéresse pas l'UPADS. L'UPADS n'a pas à participer à l'élection présidentielle, mais il va quand même donner des consignes de vote. Ça suppose que la non-candidature de l'UPADS, c'est soit de l'incompétence, soit de la corruption. Si moi, je ne veux pas aller voir un match de foot parce que je pense que le match n'est pas bon, il est médiocre, pourquoi je conseillerais aux enfants ou aux amis d'aller voir le match? En fait, du point de vue rationnel, et c'est là où vous voyez quand même que les dirigeants congolais, que ce soit le gouvernement ou certains de l'opposition, ils ont un problème avec leur structure, la construction de leur structure psychique. Il ne veut pas de ce vote-là. Il dit mon parti n'ira pas. En réalité, tous les responsables de l'UPADS, tous, aucun ne doit aller aux urnes pour voter. Aucun. Et je demande aux Congolais, partout où vous êtes, de filmer les responsables de l'UPADS et de Yuki s'ils vont dans un bureau de vote voter. Ça veut dire qu'ils souffrent d'une pathologie qu'on appelle la schizophrénie. Seul un schizophrène dit une chose aujourd'hui, fait le contraire demain. Mais quelqu'un de rationnel, de structuré, avec une pensée politique structurante, il ne peut pas dire « moi, j'y vais pas, mon parti n'ira pas », mais après, il donne des consignes en disant « allez voter un tel, ou ne serait-ce que aller voter ». Non, vous ne vous déplacez pas. Sinon, et c'est là que tous ces gens participent à la perte de sens de la politique au Congo, où les gens ne savent même plus. On ne sait même plus comment faire. Mais parce que nos propres dirigeants nous plongent dans un univers schizophrénique qui fait que les gens sont totalement perdus. Voilà, merci à Didier Mouini-Volo, c'est la fin de l'heure. Malheureusement, c'était vraiment un plaisir de vous avoir encore sur notre plateau. Un plaisir partagé, surtout dans l'intérêt des populations congolaises. Je vous en prie, merci beaucoup de cette disponibilité, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous avons été un peu longs, mais c'était nécessaire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Partagez-la. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air. Cela nous fera énormément plaisir. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci en tout cas. À bientôt.